Ok, alors, après une petite pause, j'aimerais bien à la fois partir sur quelque chose qui est finalement assez éloigné des thématiques habituelles et en même temps qui est en fait particulièrement relié et connecté. Ne serait-ce que parce qu'on a eu l'occasion un peu de parler de Kostler et entre autres des interactions entre Kepler, Galilée et, euh, et Copernic. Et j'aimerais revenir sur du coup une notion qu'on n'a finalement pas abordée de manière explicite, mais qui trouve sa place de manière implicite, c'est la notion d'infini, que j'ai eu l'occasion un peu d'étudier avec cette collection d'articles sur Infini des mathématiciens, Infini des philosophes, qui revient dans une optique historicisante sur l'évolution de la définition, du concept, de l'appréhension qu'on avait de la notion d'infini sur les d'Aristote à Bolzano, en mentionnant jusqu'à une ouverture avec Cantor, mais d'Aristote à Bolzano en passant par Newton, Leibniz, Pascal, Descartes, Decuzes, Bruno, etc. Donc j'aimerais bien revenir sur cette notion parce que la notion d'infini, elle est finalement, elle est finalement très difficile à appréhender, très difficile à comprendre, très difficile à saisir, alors que pourtant elle est un peu partout. Et les débats historiques à son sujet nous permettent déjà aussi de comprendre pourquoi on a du mal à l'appréhender, même encore aujourd'hui. Et on va commencer par le point de départ de cette réflexion, d'un point de vue historique, c'est-à-dire comment notre ami Aristote, dont nous parlons finalement de manière assez fréquente, place deux notions d'infini. Alors, ces deux notions, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Aristote parle d'un infini potentiel, un infini en puissance, et d'un infini actuel, un infini en acte. Donc, si vous vous souvenez bien de puissance et d'acte, vous vous souvenez que, eh bien, ce qui est en puissance, c'est ce qui peut advenir, mais qui n'est pas encore advenu. Par exemple, une graine est un arbre en puissance, la graine possède le potentiel de l'arbre, et inversement, l'acte, c'est ce qui est réalisé, donc un arbre, c'est un arbre en acte. Bon. Eh bien, ici, avec Aristote, il y a quelque chose d'assez important, c'est que l'infini potentiel, donc un infini possible, est tout à fait utilisable et utilisé dans le cadre, entre autres, des mathématiques. Par contre, l'infini actuel, l'infini en acte, est perçu comme étant impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, dans le réel, d'infini en acte. Voilà, il n'y a pas d'infini réalisé. Et donc, quand on doit utiliser la notion d'infini, on se retrouve dans une situation où l'infini actuel, on n'a pas à le prendre en compte, on n'a pas à l'utiliser. Et on doit se contenter d'un infini potentiel, qui est le seul véritable infini. Comment est-ce que ça se traduit ça? Eh bien, en fait, on va prendre l'exemple d'une droite, et vous remarquez que quand je trace ma droite, eh bien, en fait, que là je viens de tracer sur le cahier, eh bien, si la droite est infinie, potentiellement, si je veux passer à un infini actuel, eh bien, il faudrait que je l'étende. Alors, je peux toujours le faire. Mais vous remarquez que même après l'avoir prolongé, ben, en fait, j'ai toujours un début et une fin. En réalité, quand je représente une droite, je réalise toujours un segment. Tout simplement parce que si je devais passer à l'actuel, eh bien, j'aurais besoin d'un espace infini. Or, ici, en l'occurrence, ce n'est pas possible, et il faut se rappeler que dans la pensée aristotélicienne, on est face à un monde fini, un monde clos. Et donc, l'infini actuel n'est pas de l'ordre du possible.
on a seulement l'infini potentiel, c'est-à-dire cette droite qui peut toujours se prolonger, je peux toujours lui ajouter une continuité, une extension, mais je ne peux jamais achever cet infini. Et ça, c'est plus ou moins la notion d'infini avec lequel on va se dépatouiller, avec lequel on va devoir relationner sur tout le temps sur tout notre temps historique. Et c'est un problème en fait qui va continuer de se poser pendant assez longtemps. C'est-à-dire l'idée que, en fait, on a seulement un infini potentiel face à un infini actuel impossible. Sauf que l'idée de cet infini actuel impossible, eh bien, en fait, arrivé dans un deuxième temps, le temps médiéval, ça a commencé à trouver plusieurs contre-exemples, plusieurs possibilités d'infini actuel. Le premier, ça va être l'idée de Dieu. Dieu est en fait l'infini actuel. Voilà, Dieu est infini. Et infini de manière positive, c'est-à-dire qui englobe tout, qui est en fait un infini totalisant. Voilà, un infini qui représente en fait l'absence de borne. Un infini qui est à la fois l'élément maximal, la limite, et en même temps la globalité, tout en étant au-delà de ça. Et ça, à partir du moment où on pose en fait la divinité comme infini actuel, ça va amener à une autre considération. C'est que, n'y a-t-il pas un deuxième infini actuel, mis à part Dieu, qui se traduirait par le monde? Car si le monde aristotélicien est un monde clos, fini, achevé, dans lequel, en fait, on a bien une limite qui pose une fin du monde, eh bien, dans le monde médiéval, avec l'arrivée de pensées comme Nicolas Docus, comme Giordano Bruno, va se poser l'idée d'un monde qui, lui aussi, est un infini. Sauf qu'ici, on doit alors se poser une situation, assez particulière, où le monde n'étant pas Dieu, eh bien, on se retrouve avec deux types d'infini. Il y a un infini qu'on qualifiera de positif, et on se retrouve de l'autre côté avec un infini attribué au monde qui, lui, sera négatif. J'y ai mis évidemment des guillemets. Et dans lequel, eh bien, du coup, il y a une différence. Alors, vous remarquez que du coup, on se retrouve un peu dans une situation assez similaire avec ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que si là, auparavant, on avait un infini potentiel et un infini actuel, et que les deux, finalement, se retrouvent à être un d'un côté possible, de l'autre un côté impossible, ici, on se retrouve à nouveau avec une dualité, une dialectique entre deux infinis. Sauf que si l'infini positif est une sorte de force totalisante, assimilée à Dieu, comme un attribut de Dieu, l'infini négatif assimilé au monde sera défini comme étant non plus tant un infini qu'un indéfini. C'est-à-dire une situation où, en fait, le monde peut continuer de s'étendre. Il y a en fait une possibilité à ce que, à la suite de points, je puisse ajouter encore de nouveaux points. Là où l'infini positif est quelque part un infini qui, en tant que force totalisante, ne connaît pas en fait d'ajout supplémentaire. Donc,
on est toujours dans une situation où en fait l'infini actuel est séparé en deux entre un indéfini qui lui se trouve dans le monde et un infini positif qui lui se retrouve assimilé à Dieu, mais qui de facto n'est toujours pas manipulable, utilisable, et en fait est encore assez loin de la notion d'infini telle qu'on l'aura bien plus tard avec Bolzano et dans la pensée moderne. Donc, sur cette séparation entre un infini négatif indéfini, qui, lui, est plutôt de l'ordre de la pensée de Nicolas de Cuse, et d'un infini positif, qui, lui, sera plutôt de la paternité d'un Giordano Bruno, qui, par ailleurs, de par sa tendance panthéiste, aura tendance même à assimiler le Dieu au monde, et donc finalement à confondre infini positif et infini négatif. Le fait est que ça va certes avoir d'énormes conséquences. On retrouvera beaucoup de Nicolas de Cuse chez Descartes, entre autres, et Giordano Bruno, avec son infini positif, se retrouvera aussi autant dans les pensées cartésiennes que dans les pensées de Leibniz. Le fait est que ça va connaître quand même ses contradictions. Et que, entre autres, on retrouvera un Kepler, dont on a déjà beaucoup parlé dans l'émission précédente, qui ira en complète contradiction avec cette pensée d'un monde infini chez Bruno. Entre autres en contradisant le fait que Bruno n'utilise absolument pas les mathématiques dans son travail pour poser une infinité du monde. Bon, et donc Kepler replace un monde fini. Voilà, ici, il y a à nouveau l'idée d'un monde fini qui revient avec la contradiction keplérienne envers les travaux de Bruno et d'une certaine mesure de Decuse. Bon, le truc, c'est qu'ensuite, après Kepler, après Galilée, va venir la pensée un peu plus classique, la pensée de la Renaissance, la pensée du XVIIe, avec, en 3 temps, Descartes, Pascal, et Leibniz, qui vont hériter de cet infini du monde. Chacun de ces 3 penseurs va se retrouver face à la conséquence d'un monde infini. Et chacun va plus ou moins essayer de retrouver une réponse face à ce constat. Chez Descartes, on va retrouver surtout un héritage de Decuse sur ce monde indéfini en totale continuité. Et ici, chez Descartes, on va se retrouver face à la situation de l'étendue, où le monde n'est qu'étendu, comme indéfini. C'est-à-dire qu'il y a toujours une continuité indéfinie à l'étendue qui compose le monde, qui est en fait l'attribut essentiel du monde. Et cet infini négatif, parce qu'auparavant il était négatif, le monde était indéfini, contrairement à un Dieu qui était totalement infini chez Decuse, va gagner un caractère positif. Là où, chez Pascal, on va se retrouver face à un gros problème, c'est que l'homme, en tant qu'unité, se retrouve comparé à un infini grand, qui est le monde, qui est l'univers, voilà, et un infiniment petit, qui est le monde microscopique.
Autrement dit, chez Pascal, il y a l'idée que l'homme se retrouve comparé à l'infini et au zéro. Et qu'en fait, entre les deux, il n'y a plus aucune échelle de valeur qui puisse exister. Car l'homme, même si voilà, il peut être plus intelligent qu'un autre, il se retrouve toujours soumis à quelque chose d'infiniment plus grand. Et donc, il se retrouve totalement perdu dans ce monde infini. Ce qui produit ici chez Pascal une très grande tristesse, un désespoir assez grand. Et qui est en totale contradiction chez Bruno, qui lui est beaucoup plus heureux et joyeux face à ce monde infini, qui démontre la toute-puissance d'un Dieu total. Donc, chez Pascal, le constat de ce monde infini face à l'homme qui se retrouve totalement perdu dans cette grandeur. Donc, Pascal qui se retrouve en fait avec un homme totalement perdu dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, se retrouve à désespérer, à faire face au fait qu'en fait, la notion finalement d'unité, de nombre, est totalement perdue face à les infiniment grands et les infiniment petits. Et puis arrive Leibniz, qui lui ne va pas tant partir d'une idée de comparaison qui produirait chez l'homme un désespoir face à l'impossibilité de garder une quelconque échelle de comparaison. Leibniz, en fait, avec le concept de monade, va réinjecter l'infini dans le fini. C'est-à-dire que pour Leibniz, l'infini n'est pas tant un processus de comparaison dans lequel le fini se perdrait, mais est en fait la base du fini. La monade est en fait le reflet même du monde au sein du monde qui compose le monde. Ainsi, l'infini engendre le fini. Et l'homme se retrouve alors à une place où il est certes fini dans l'infini, mais il est aussi lui-même reposé sur l'infini pour pouvoir exister par le biais de la monade. Et donc, on retrouve une sorte de consécration de la pensée brunonienne, parce qu'on y retrouve à nouveau une forme de joie, en contradiction avec Pascal par le biais de Leibniz. Tout cela a son importance parce que, évidemment, chez Leibniz, l'infiniment petit, c'est aussi le calcul différentiel. Or, là-dessus, on retrouve cette situation où, là, finalement, on a un peu beaucoup parlé de l'infini dans à la fois l'aspect physique, j'y mets des guillemets, dans le rapport monde-Dieu. Ici, on voit un peu sa conséquence d'un point de vue physico-anthropologique. Mais d'un point de vue mathématique, l'infini, donc, est toujours dans une situation où, en fait, on ne peut le manipuler que dans un aspect potentiel, et non pas dans un aspect actuel. Or, le calcul différentiel, c'est un calcul d'infiniment petit, de valeurs qui sont en fait de plus en plus petites. Et ici, on va retrouver Newton. Hein, alors toujours, évidemment, avec notre ami Leibniz, qui se retrouve en contradiction sur à peu près tous les points, mais sur la notion de calcul différentiel, les deux vont essayer de manipuler des quantités infiniment petites dans le cadre du calcul. Donc là, ici, on est dans cette situation où on décide d'interagir avec l'infini. Donc pour résoudre le problème du calcul différentiel, ce que Newton va faire, c'est que là où auparavant, on avait tendance à poser un schéma
infini versus fini. Et on voyait en fait d'un côté l'infini comme la continuité par apposition. On pouvait en fait ajouter continuellement à notre droite. Ici, Newton va substituer cette division en une autre qui va être, et qui va reprendre en fait finalement une partie de ce que nous avons vu. L'infini devient l'indéfini, et l'infini, lui, va devenir limite. C'est à ce moment-là, en fait, que la notion de limite va commencer à entrer en jeu pour pouvoir, entre autres, manipuler l'infini dans un cadre fini. Donc, on ne touche toujours pas à un infini actuel, qui est toujours réservé au divin, mais ici, l'infini potentiel trouve un lieu d'expression mathématique avec la notion de limite. Et pour ce faire, Newton va utiliser la notion de fluxion et va poser en fait l'idée que la droite n'est plus une succession de points. Vous voyez, auparavant, alors c'est quelque chose qui reviendra plus tard, mais chez Newton, on va poser l'idée que non, la droite c'est pas ça, c'est pas une succession de points infinis qui se posent l'un à côté de l'autre. La droite va devenir un point qui se déplace sur une distance. Vous voyez, là le point par là, tac, il est ici, et puis en fait il va continuer, un peu comme là, la pointe de mon stylo, qui finalement produit un mouvement, qui laisse une trace qui est du coup cette droite. Ainsi, on se retrouve dans une nouvelle conception de la droite, en fait une nouvelle conception mathématique, qui fait entrer le cinématique, le dynamique, le mouvement dans le cadre de la réflexion. Et qui permet en fait, là de voir du coup que la notion de limite est tout à fait une notion dynamique. C'est-à-dire qu'en fait on tend vers quelque chose. Et donc on se déplace vers l'infini. On tend vers lui. Et donc, à partir de là, on peut se retrouver à le manipuler. De la même manière, en fait, que on tend vers l'indéfiniment petit. On se déplace vers une toute petite quantité. Bon, ensuite, dans notre série d'articles, il y a un petit passage sur Kant, où on pose, en fait, un Kant qui, là aussi, face à l'infini actuel et l'infini potentiel, pose l'impossibilité d'un infini actuel, et va même, en fait, dans sa position critique, poser à la fois le constat qu'en fait, un monde infini n'est finalement extrêmement difficile à prouver, voire impossible, et en même temps qu'un monde fini n'est lui non plus pas possible. Donc, bon, la position kantienne, c'est une sorte de retour à un statu quo où le monde fini et infini n'est finalement pas réellement, possiblement démontrable. On va pas forcément élaborer dessus parce que là, ici, je pars un peu plus sur une ligne qui pose l'évolution de la notion d'infini. Et en fait, Kant, c'est plutôt un retour à un statu quo qui, lui-même, va, finalement, après la période critique, revenir à l'idée d'un infini potentiellement utilisable et d'un infini actuel un peu difficile à saisir. Bon. Mais arrive une dernière étape. Parce que si on a posé l'idée d'un infini comme limite, comme un processus de mouvement, on se retrouve toujours face à déjà une situation qui est assez particulière, c'est que l'infini, on n'a toujours pas vraiment réussi à concrètement le définir. On le pose en opposition avec le fini, on l'assimile à un indéfini, en même temps, on a un infini positif et négatif, donc une sorte de non-fini qui est l'indéfini, et en même temps une sorte d'infini globalisant, totalisant, qui englobe tout. Et donc en fait, dans l'idée d'infini, il y a l'idée d'ensemble, qui est très importante. Parce que
l'une des raisons pour laquelle l'ensemble est aussi difficile à... l'infini est aussi difficile à manipuler, c'est que si on pose des ensembles finis, et donc qui possèdent ce qu'on appelle un cardinal, une taille d'ensemble, eh bien, on peut comparer ces ensembles. C'est-à-dire que, voilà, si mon ensemble a une taille de 4, si j'ai seulement à l'intérieur 1, 2, 3 et 4, eh bien cet ensemble est, j'y mets des guillemets, plus petit que l'ensemble qui contient 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, là, là j'ai 4 éléments, taille 4, là j'ai 5 éléments, taille 5. Bon bah, l'ensemble ici A est plus petit que l'ensemble ici B. Je peux comparer mes ensembles. Par contre, si je pose l'intervalle, le segment qui part de 1 à 4, et le segment qui part de 1 à 5, qui est le plus petit là? Qui est le plus grand? Est-ce que je peux les comparer? Parce que si on part sur la notion ancienne de droite, enfin ancienne, qui est toujours d'actualité, hein, qui est que la droite, c'est une infinité de points. Bah du coup, là, ici, mon segment 1,4 et mon segment 1,5, eh ben, ils possèdent une infinité de points, ils possèdent une infinité de points. Je peux pas poser que l'un est plus grand que l'autre. Pourtant, il y a des éléments dans 1,5 qui ne sont pas présents dans 1,4. Donc on aurait tendance à se dire que 1,5, en tant que segment, est plus grand que 1,4. Il possède une partie supérieure. Mais pourtant, je pose aussi que la droite, elle, est une infinité de points. Et c'est là où on tombe sur l'un des paradoxes de l'infini. En fait, c'est même pire que ça. Parce que si vous prenez mes exemples, vous remarquez un truc. C'est que 1,4, eh ben en fait, il n'est pas plus grand ou plus petit. Par contre, il est inclus. Vous voyez, 1,4, en fait, il est inclus dans 1,5. Là, si je mets 1,5 en orange, on remarque bien ça. Le vert est inclus dans l'orange. Bon. Mais on ne peut pas parler, du coup, ici, de le segment A4 est plus petit que le segment A5. En termes, en tout cas, de nombre d'éléments, de cardinal, de taille d'ensemble. Et ça, bah, ça embête beaucoup de gens, entre autres Leibniz, qui se retrouvent dans une situation où, par exemple, si on a posé l'idée que, ok, la limite peut être égale à l'infini, plus ou moins, eh ben, on ne peut pas non plus parler de nombre infini. Parce que si je pose un nombre infini, bah, regardez, là je pose nombre infini. Et bah du coup, je vais diviser le nombre infini par 2. Bah, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à l'infini. Parce que l'infini divisé par 2, c'est toujours l'infini. Une droite, si je prends une droite et que je prends la moitié de cette droite, elle est toujours infinie. Et donc, ça pose des situations genre absurdes, comme 1 demi égale 1. Donc, chez Leibniz, on est dans une situation, par exemple, le nombre infini, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, on se retrouve dans une situation où comparer des ensembles infinis, comme par exemple 1, 4, 1, 5, à nouveau, c'est un paradoxe. Les nombres entiers naturels et l'ensemble des nombres entiers naturels et l'ensemble des nombres réels, l'un est inclus dans l'autre, mais on ne peut pas les comparer. On ne peut pas parler de cardinal de ces ensembles. Enfin, de cardinaux, pardon. Et ça amène encore à une situation où en fait la définition d'infini, elle est difficile à poser. Et c'est là où Bolzano va conclure notre vidéo, notre propos et notre série d'articles avec ses travaux sur entre autres les paradoxes de l'infini, où il revient sur ce que je viens de vous montrer, et il va poser en fait une définition de l'infini. Et pour ça, on va avoir besoin de parler un peu de bijection. De tout et de partie.
On a donc, quand on parle d'ensemble infini, on a donc un tout. Et au sein de cette partie, on a des parties. Au sein de ce tout, on a des parties. Vous voyez? Donc notre ensemble infini, on va dire E, bah voilà, sa totalité, et on a une partie A. Bon bah, du coup, A est inclus dans E. Ok? Eh bien, ce que va dire Bolzano, c'est que si je suis un ensemble infini, E est un ensemble infini, s'il existe une bijection entre le tout E et les parties propres de cet ensemble. Autrement dit, je prends tous mes ensembles de E, je prends A qui est inclus dans E, avec tous ces ensembles, et je trouve en fait une bijection, donc une fonction f, donc dans le sens de Bolzano, du coup, ça, la bijection prend le sens ici d'une application de transformation de tous les éléments qui permettent de retrouver chacun des éléments de l'ensemble A. Et bien, tac, pour chaque élément de l'ensemble E, je vais retrouver un élément de l'ensemble A. C'est ça, en fait, un ensemble infini. C'est une situation où, en fait, l'ensemble est réflexif sur ses propres parties et où chaque partie, avec le tout, possède une bijection. Bon, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne que si on reprend un peu notre exemple, on va prendre... Ah, c'est ça, on va prendre 0,5 et 0,12 pour reprendre l'exemple de l'article. Eh bien, de 0,5 à 0,12, si je pose ma fonction f de x qui part de 0,5 et qui donne à x 12x divisé par 5, donc 12 cinquièmes de x, eh bien ici j'ai une bisection, hein, parce que là on est bien sur une application de 0 à 5 qui peut donner toutes les valeurs de 0,12, et qui est monotone, hein, strictement monotone, donc voilà, à partir de là ça nous donne une application bijective, d'après le théorème de la bijection, et on a bien pourtant 0,5 qui est inclus dans 0,12. Et pourtant, mon application ici est bijective, et donc sa réciproque, on peut obtenir une réciproque qui sera 5 douzièmes de f de x, 5 douzièmes de y, qui ira bien dans l'autre sens. Donc il y a bien injectivité et surjectivité, et donc là on est dans une situation où 0,12 apparaît comme un ensemble infini. Bon, Bolzano donne aussi un exemple avec une droite, etc. Mais tout ça amène au fait que Bolzano va quand même se retrouver face à différentes situations à problème. Et la grande finalité de tout ce travail va se retrouver quand même avec Cantor. Cantor, en fait, qui va poser, entre autres, les tailles d'infini. Et qui va bien statuer ici sur le fait qu'il existe une comparaison possible entre les différents types d'infini, entre les différentes tailles d'infini. Mais c'est un sujet qui n'est en fait abordé dans le cadre de l'article qu'à la toute fin. C'est-à-dire dans la partie fin et l'infini avec Hilbert, Gödel et Cantor, et qui en fait se révèle finalement encore non... Enfin, qui finalement n'entrera pas en profondeur sur ces sujets-là. Et donc je me propose ici de m'arrêter, parce que je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de points assez intéressants. Et je pense que pour la prochaine fois, soit je parlerai de Cantor, mais ça m'étonnerait parce que là en l'état j'ai pas de texte sur lui, ou j'entrerai un peu plus en... Ou peut-être que il y a aussi autre chose que j'aurais aimé aborder, c'est un texte sur le monde clos,
le monde fini et clos et le monde infini d'Alexandre Koyré sur, entre autres, l'évolution entre Decus, Bruno, jusqu'à Leibniz et Newton, les évolutions qu'il propose sur cette fois-ci l'infini mais en physique, et entre autres sur le monde, en fait, hein, sur l'évolution qu'on a de la notion du monde. Mais ou alors sur totalement autre chose, mais je pense que voilà, on a déjà eu l'occasion un peu de survoler sur cette notion, et, ma foi, peut-être qu'on reprendra, peut-être qu'on corrigera aussi certains éléments, à voir.